Forum mondial de l'eau à Bali, de l'espoir dans le financement des projets et programmes pour améliorer le développement et la gestion des ressources en eau. Le ministre de l'Environnement a longuement échangé dans un panel de haut niveau avec des partenaires techniques et financiers. Nos envoyés spéciaux, Khadijatou Kone, Aloubé Kone, nous donneront plus de détails. Bamako abritera du 27 au 30 mai prochain la 30e conférence des directeurs généraux des douanes de la région Afrique occidentale et centrale de l'Organisation mondiale des douanes. Les enjeux de cette rencontre expliqués au cours d'une conférence de presse tenue et animée aujourd'hui par le directeur général des douanes, l'inspecteur général Amadou Konati. Journée internationale de la biodiversité, conservation et restauration de notre biodiversité pour un avenir meilleur, c'est le message clé véhiculé par la Direction générale des eaux et forêts. Ne dit-on pas que les forêts sont la continuité de nos âmes? Dans ce cas, il est impératif de les préserver. Comment? On en saura avec Mamadou Fani. Boom des panneaux solaires à Gao, cette énergie renouvelable est très prisée aujourd'hui dans la cité des Eskia et ce ne sont pas ces vendeurs qui nous diront le contraire, tellement ils se frottent les mains. Le marché des panneaux a pris un véritable envol. On fera le tour des acteurs concernés avec notre correspondant sur place, à lui Idrissa Maïga. Nous sommes mercredi 22 mai. Merci de nous rejoindre. Bonsoir à tous. Jour de conseil des ministres. Comme à l'accoutumée, je reçois à mes côtés Ibrahim Djambélé. Avec lui, la lecture du communiqué du conseil des ministres présidé par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir, Nyanya Aliou Traoré. C'est à vous. Merci, toujours un plaisir d'être avec vous. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant le cadre institutionnel de la réforme du secteur de la sécurité. Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité, le gouvernement a adopté le décret numéro 2016-0401 PRM du 9 juin 2016, fixant le cadre institutionnel de la réforme du secteur de la sécurité. La fin de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger a entraîné des conséquences sur les structures chargées de sa mise en œuvre et sur certaines réformes institutionnelles. Le projet de décret est initié dans ce cadre. Il vise à adapter, entre autres, la composition et les missions du Conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité et du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité au contexte sécuritaire actuel du pays. Son adoption consacre un nouveau cadre institutionnel de la réforme du secteur de la sécurité composé d'un comité d'orientation, d'un commissariat et des comités consultatifs au niveau régional et communal. Sur le rapport du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant création, organisation et modalités de fonctionnement de la Commission nationale de désarmement, démobilisation, réinsertion. B. Un projet de décret portant création, organisation et modalités de fonctionnement de la Commission nationale d'intégration. L'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger prévoyait dans ces mécanismes la mise en place des structures chargées exclusivement du processus de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et d'intégration des combattants des mouvements armés signataires. C'est dans ce cadre que la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion et la Commission nationale d'intégration ont été créées. L'annonce de la fin du dit accord par le gouvernement nécessite des changements institutionnels, notamment la rélecture des textes de création de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion et de la Commission nationale d'intégration. Les projets de décret adoptés étendent les missions des deux structures à l'ensemble du territoire pour mieux accompagner les efforts de défense et de sécurisation du territoire national, de réconciliation et de cohésion nationale. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret autorisant la cession à titre gratuit à l'État de Palestine de la parcelle de terrain objet du titre foncier numéro
239-207 du cercle de Kati. La parcelle de terrain d'une superficie de 16 arts assise à Tabakoro est destinée à la construction d'une clinique médicale moderne à vocation sociale en vue du renforcement du système de santé. Au chapitre des communications, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a informé le Conseil des ministres de l'état d'avancement des missions universitaires de Bandiagara et de Caille. La création des universités implantées dans la région est en parfaite harmonie avec les objectifs stratégiques de la politique nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et marque la ferme volonté des pouvoirs publics d'inscrire la mise en place d'un système d'enseignement et de recherche plus performant au cœur des problématiques de développement de notre pays. Aussi, la création de l'université polytechnique de Bandiagara et celle de Caille découle d'une volonté politique clairement exprimée par le gouvernement et consiste à soutenir en priorité la formation d'un capital humain d'excellence pour répondre aux besoins locaux, régionaux et nationaux. Pour ce faire, 2 missions universitaires ont été créées sur instruction du président de la transition, chef de l'État. La mission universitaire de Bandiagara a déposé son rapport et celle de Caille est en cours. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres de la mise en place du programme de formation à la citoyenneté dénommé « À l'école de la citoyenneté ». À l'école de la citoyenneté est un programme de formation et d'éducation citoyenne. Il est initié à l'endroit des jeunes du pays et vise à inculquer et développer chez les jeunes l'esprit est patriotique en vue de faire d'eux des bâtisseurs et des défenseurs de la nation, des citoyens engagés, dévoués et toujours prêts à répondre présents à l'appel de la nation et à contribuer activement à la construction et à la défense du pays. Il est piloté par un comité consultatif permanent et comprend 3 cycles, à savoir un premier cycle basé sur l'initiation aux notions et concepts de citoyenneté et du civisme, un deuxième cycle axé sur les études de cas à travers nos us et coutumes, nos traditions, les sociétés d'initiation et d'éducation à la vie sociale, et un troisième cycle réservé aux éditeurs ayant accompli les 2 premiers cycles qui seront engagés comme des formateurs, des pères éducateurs, des relais médiateurs de la paix, de la concorde et de la cohésion sociale. Le programme, dont la première cohorte concerne 200 jeunes, garçons et filles, sélectionnés à travers tout le pays de façon inclusive, sera lancé le 25 mai 2024 au Palais des Pionniers à Dianéguéla, en commune 6 de Bamako. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a informé le Conseil des ministres de l'organisation de la 3e édition du Salon de l'ingénierie, de la transformation et de l'apprentissage Sita Barakala Ni Wassa. Le Salon de l'ingénierie, de la transformation et de l'apprentissage se tiendra du 3 au 6 juillet 2024 ici à Bamako. Elle a été institutionnalisée par le gouvernement de la République du Mali en novembre 2014. Pour attirer beaucoup plus de jeunes et améliorer l'image de cette formation technique et professionnelle, le salon vise à contribuer à la promotion de la formation technique et professionnelle, à l'apprentissage des métiers, à l'insertion des milliers de jeunes, à la lutte contre la pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans plusieurs secteurs vitaux de l'économie. La présente édition regroupera près de 5000 participants et mettra en compétition 100 apprenants dans 10 corps de métier. Des conférences, débats et des séances de découverte des métiers seront également organisées. Les pays de l'Alliance des États du Sahel et le Maroc sont les invités d'honneur. B. De la participation du Mali à la 2e édition du salon JITEX Africa Morocco. Le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration du Royaume du Maroc organise du 29 au 31 mai 2024 à Marrakech la 2e édition du salon JITEX Africa Morocco. Cet événement technologique et entrepreneurial enregistrera la participation de milliers de délégués constitués de représentants du gouvernement, de grandes entreprises informatiques et de start-up du continent et du monde entier. Les thématiques du salon portent entre autres sur la gouvernance, l'accélération et la transformation numérique pour la croissance économique
en Afrique. La participation de notre pays à ce salon permettra d'enrichir les initiatives en cours de formulation sur la stratégie nationale de digitalisation de la formation professionnelle et de la plateforme numérique sur les sortants des centres de formation professionnelle. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente et par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Point final. Nyanya Alou Traoré, à vous. Merci beaucoup, Ibrahima. Et pour continuer ce journal, qu'il vous plaise, ainsi qu'à nos téléspectateurs de me suivre, je vous amène en Indonésie, précisément à Bali, où se poursuit le Forum mondial de l'eau. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable et sa délégation représentent notre pays à ce rendez-vous d'envergure. Et aujourd'hui, Mamadou Samake a pris part à un panel de haut niveau organisé par des partenaires techniques et financiers. L'objectif est de permettre aux pays d'exposer leurs projets de programme afin d'avoir des financements qui devront améliorer le développement et la gestion des ressources en eau. Envoyé spécial à Bali, Khadijatou Kone, Aloubé Kone. Le Forum de l'eau à Bali est un véritable rendez-vous mondial de partage d'expériences. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable anime ici un panel organisé par la Banque mondiale. Une rencontre élargie aux partenaires techniques et financiers, objectif favoriser une bonne coordination des actions et renforcer la coopération relative à l'allocation de l'eau grâce au partage d'informations et à des incitations financières. Les panélistes avaient donc l'opportunité d'exposer leurs projets et programmes pour attirer plus de partenaires et bailleurs pour d'éventuels financements. Dans son intervention, le ministre Mamadou Samake s'est focalisé essentiellement sur la gestion des eaux souterraines et l'irrigation au Mali. Ces eaux, les exploiter à l'échelle communautaire est une des solutions pour faire face aux conséquences des changements climatiques dans la perspective du renforcement de la résilience de nos populations. Nous avons ce que nous appelons développer un projet très important que nous appelons le projet de restauration des terres dégradées. C'est avec l'accompagnement de la Banque mondiale. C'est un projet de 150 millions de dollars que nous avons monté, que nous sommes en train d'exécuter, qui vient de commencer et qui va durer 6 ans. Il est prévu dans ce projet d'aménager plus de 100 000 hectares de terres dégradées par le biais de l'agroforesterie. Mais tout cet ensemble sera soutenu par l'irrigation à petite échelle, en faisant un recours aux eaux souterraines. Et ce n'est pas tout. Face à une assistance visiblement séduite, le ministre Samake s'est appuyé sur d'autres projets structurants pour mettre en exergue la vision du Mali sur la question. Et nous avons 1 million d'hectares qu'on peut irriguer. De là, nous avons besoin de l'accompagnement de la Banque mondiale pour nous accompagner dans le développement des projets structurants. La participation du Mali à ce panel est jugée très bénéfique. Les partenaires sont de plus en plus intéressés à accompagner le Mali, à aller dans ce sens, c'est-à-dire à faire des prélèvements d'eau souterrains pour faire l'agriculture, notamment la petite irrigation. À l'issue de ce panel-là, les espaces sont permis. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a aussi assisté à un panel de haut niveau de l'organisation internationale SOA, initiative Eau Assainissement pour tous. Ici, il est question pour les pays membres de l'initiative SOA de proposer leur expérience aux participants. Une initiative internationale mondiale à laquelle le Mali a souscrit depuis un certain moment, où le Mali est très actif au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc le panel portait essentiellement sur ça. Et là aussi, ça a été vraiment des échanges très importants, très francs, où on a appris quand même les manières de faire en termes d'assainissement et en termes de gestion des ressources en eau des autres pays. Ces panels auxquels la délégation malienne a pris part ont un dénominateur commun, intensifier les programmes de protection sociale pour aider les communautés vulnérables dans le domaine de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement.
Et c'est alors ce soir un magazine spécial sur tout le processus du dialogue intermalien. L'ORTM vous propose un documentaire exclusif de 52 minutes qui relate les temps forts de ce débat national. Une réalisation de Ibrahima Traoré à ne pas manquer dans nos programmes à partir de 21h, c'est-à-dire tout juste après ce journal. Signature des mémorandums d'entente, elle s'effectue entre le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, la cellule technique du Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et de l'épanouissement de l'enfant et l'ONG Qatar Charity. Il s'agit de cumuler leurs efforts pour une meilleure prise en charge des questions relatives à l'autonomisation de la femme et de la fille en multipliant les offres d'activités génératrices de revenus. La cérémonie de signature, c'était en présence de Awa Adama Koulibaly et Djeli Maranjabati. C'est tout un sourire, sous des yeux pleins de satisfaction qu'une convention tripartite vient d'être scellée. Le département chargé de la promotion de la femme, le Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et de l'épanouissement de l'enfant FAFE et l'ONG Qatar Charity se joignent à nouveau pour achever un processus d'insertion des femmes débuté en 2022. Lors de la dernière réunion du comité de suivi, il a été recommandé de poursuivre le projet en révisant les mémorandums dont le délai était à terme le 15 décembre. Parce que le projet, c'était le projet pilote de 18 mois. Donc pendant les 18 mois, on n'a pas pu atteindre l'objectif visé. Parce que Qatar Charity devait mettre à la disposition du ministère 200 AGR. Donc à la date d'aujourd'hui, nous avons reçu 31 AGR. Malgré la disponibilité des fonds au niveau de notre siège, je tiens à vous assurer que toute ma détermination à respecter ce présent mémorandum dès que la situation se normalise. Cette nouvelle dynamique insufflée à la coopération FAFE-Qatar Charity fait renaître l'espoir du département pour les femmes du Mali, celui de leur plein épanouissement. Le mémorandum que nous signons aujourd'hui contient des engagements précis et ambitieux visant à promouvoir l'autonomisation des femmes à travers la dotation en AGR et à renforcer leur participation dans la prise de décisions à tous les niveaux. Ces engagements reflètent notre vision d'une société où chaque femme pourra réaliser pleinement son potentiel dans un environnement sûr et équitable. Dans exactement 12 mois, les 369 activités génératrices de revenus restantes devraient être exécutées auprès des 1000 bénéficiaires identifiés dans les régions de Koulikoro, Ségou, Sikassou et le district de Bamako, pour un coût total de plus de 440 millions de francs CFA. Bamako sera du 27 au 30 mai prochain la capitale des douanes de la région Afrique occidentale et centrale. C'est à la faveur de la 30e conférence des directeurs généraux des douanes et relevant de cette zone de l'Organisation mondiale des douanes. Informer l'ensemble des Maliens de la tenue de cette rencontre d'envergure et expliquer ses enjeux, tels étaient les objectifs assignés à la conférence de presse animée aujourd'hui par le directeur général des douanes, l'inspecteur général Amadou Konaté, qui avait à ses côtés les experts de l'EMD. C'était à la Direction générale des douanes, le reportage de Mamari Kouni. C'est à l'issue de la 29e conférence des directeurs généraux des douanes tenue à Banjul en Gambie en 2023 que le Mali a été choisi par ses pairs pour abriter la 30e conférence. Un choix qui prouve à suffisance que notre pays est bien fréquentable. Faire en sorte qu'on puisse organiser cette conférence et montrer à la face du monde que le Mali n'est pas un pays isolé, que le Mali est capable d'abriter des conférences internationales. La 28e réunion des experts et la 30e conférence des directeurs généraux des douanes constituent deux événements majeurs pour l'administration des douanes. Ça va être l'occasion de mettre notre pays au devant de l'actualité douanière internationale. Ça va être l'occasion pour les cadres de la Direction générale des douanes de prendre connaissance des enjeux et des orientations de l'Organisation mondiale des douanes. Sur la base des travaux des experts du 27 au 28 mai, les travaux de la conférence des directeurs généraux du 29 au 30 mai se focaliseront sur d'importantes thématiques comme la coopération douanière. La conférence des DG va travailler également sur le plan stratégique régional. Il n'y a pas de pilotage à vue. Et ce plan stratégique national au niveau de chaque administration douanière
est décliné en plan d'action opérationnel. Et donc, les directeurs généraux des douanes vont échanger sur la mise en œuvre au niveau de chaque administration du plan stratégique régional. Le thème de cette conférence, c'est pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs. La désignation du vice-président, le bilan du comité financier et d'audit, ainsi que le choix du prochain pays qui abritera la 31e conférence seront abordés. Prendront part aux deux activités près de 600 participants. Les villages de Sougoula, Bounoko, Morifina et l'école Kaba-Diakité de Bougouni viennent de bénéficier de forages dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition de Bougouni, suivant le compte-rendu de Jafar Haïdar. Ces réalisations s'inscrivent dans le cadre des œuvres sociales. Il s'agit des forages modernes pour pallier la pénurie d'eau dans les villages et les établissements scolaires. Ainsi, les villages de Sougoula dans le cercle de Wélissé-Bougou, l'école Kaba-Diakité de Bougouni et les villages de Bounouko et Morifina dans le cercle de Yamfouila ont été la première étape de l'inauguration de ces forages. Avec la remise des forages dans le programme de réception des œuvres sociales du président de la transition, son excellence le colonel Assimi Goïta, au bénéfice des plus démunis et des élèves de la région de Bougouni, la joie qui m'anime aujourd'hui, elle est immense. Partout où la délégation est passée, on pouvait lire la joie et la satisfaction sur le visage des bénéficiaires qui n'ont pas manqué de formuler des bénédictions pour le président de la transition et le pays. Personne ne peut aider tout le monde, mais chacun peut aider quelqu'un. Qu'on fasse vivre dans son solidarité, c'est ça la vision du président de la transition. Nous sommes dans une opération d'inauguration de forage. On a fait Bamako et environ. Aujourd'hui, nous sommes à l'intérieur du pays. Ça va continuer. Rappelons que les populations bénéficiaires des œuvres sociales s'engagent à mieux entretenir ces forages. Tahir Issoir, le président du Conseil national du patronat du Mali, Moussadek Bali est allé à la rencontre des acteurs du secteur privé de la région afin de partager la vision de son bureau ainsi que ses stratégies pour mieux faire face aux difficultés du secteur privé malien. Balkissa Sedibou Chérif Haïdar. Faire ou refaire du Mali une terre d'investissement, c'est l'ambition affichée par le bureau du Conseil national du patronat du Mali, dirigé depuis octobre 2022 par Moussadek Bali. Une ambition qui permettra au bureau du CNPM de faire face aux nombreux problèmes du secteur privé malien. On peut citer, et en premier lieu, la crise énergétique qui a un impact considérable sur la marche de nos entreprises, sur la création d'emplois. L'accès très difficile au crédit. La faible disponibilité des ressources humaines qui ont les compétences adéquates. Les problèmes liés au choix des technologies avec une administration publique qui est très peu digitalisée. La fiscalité qui est soit inadaptée ou totalement inégalitaire parce que très peu d'entreprises payent des impôts. En vue de concrétiser cette ambition, le CNPM entend agir à travers 5 axes prioritaires autour de différentes thématiques. C'est ainsi que nous avons mis en place 5 groupes de réflexion qui ont planché sur la problématique de l'énergie, des infrastructures, des ressources humaines, du financement et de la fiscalité. Des groupes ad hoc de travail correspondant à chacun de ces axes prioritaires ont été constitués dès décembre 2022. Pour une meilleure visibilité de ces démembrements, le président du CNPM a annoncé au cours de cette rencontre avec les acteurs du secteur privé de CAI la construction et la location de locaux au niveau des régions pour servir de siège. La région de CAI, après acquisition d'une parcelle, verra bientôt son siège construit après ceux des régions de Sikasso et de Mopti. Les jeunes opérateurs économiques du Mali tiennent la première édition du Salon pour la promotion de l'économie verte à Sikasso. Le salon est placé sous le thème « Jeunesse malienne, sa créativité et ses potentialités vers une économie durable ». Le compte rendu de Mustapha Doumbia et Suleiman Bamba.
Cette première édition du Salon pour la promotion de l'économie verte à Sikasso est placée sous le thème « Jeunesse malienne, sa créativité et ses potentialités vers une économie durable ». Un salon initié par la plateforme des jeunes opérateurs économiques du Mali. L'objectif est de transformer les potentialités naturelles du Mali en un véritable trésor économique. Le cadre de 3 jours a répondu à toutes les attentes selon les organisateurs. Ces 3 jours d'échange et de partage d'expériences aux côtés des experts, ingénieurs, techniciens de l'économie verte ont été pour nous, jeunes du secteur privé, un espace d'écoute et d'orientation, renforçant ainsi nos capacités en matière de l'entrepreneuriat agricole. La première édition du Salon pour la promotion de l'économie verte à Sikasso est parrainée par le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Les activités phares sont entre autres l'exposition des produits agricoles transformés, des communications sur l'entrepreneuriat et sur les opportunités du secteur agricole. Il faut prendre du risque pour aller en l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, surtout ici à Sikasso, il y a tellement les terres qui sont bonnes ici à Sikasso. Il y a la pluie, les choses marchent très bien ici. Il ne faut pas vous décourager. Créez votre propre entreprise. L'économie verte prend de plus en plus de l'importance dans le débat public du fait des besoins de croissance économique inclusive et durable pour notre pays et aussi pour le bien-être de la population malienne. Le salon est sanctionné par des recommandations parmi lesquelles la recherche de financement pour les projets déjà identifiés, l'amélioration de la productivité de certaines filières dont les piments et l'orientation de 40% de la jeunesse vers l'agriculture. C'est demain, 23 mai, la journée internationale de lutte contre la fistule obstétricale. Intensifier la sensibilisation auprès des prestataires et des communautés pour renforcer la prévention et la prise en charge de la fistule obstétricale. C'est le thème retenu pour cette édition. Il s'agit d'intensifier la riposte en mettant l'accent sur la sensibilisation non précise. Tchemoro Kounati. Perforation de la vessie entraînant la perte de l'urine. La fistule obstétricale se contracte généralement lors de l'accouchement. Il s'agit là d'une maladie handicapante car favorisant une marginalisation qui ne dit pas son nom. Toutefois, l'espoir reste permis quant à la prise en charge de la maladie. D'où l'institution du 23 mai, journée internationale dédiée à son élimination. C'était lors de la 67e session de l'Assemblée générale des Nations unies tenue le 20 décembre 2012. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de cas de fistule obstétricale est estimé à plus de 2 millions à travers le monde, dont la plupart en Afrique et en Asie du Sud-Est. Selon la même source, on enregistre annuellement 3 à 4 nouveaux cas de fistule sur 1000 accouchements en Afrique de l'Ouest. Au Mali, le nombre de femmes courant le risque d'une fistule obstétricale par an se situe entre 1804 et 2405. L'élimination de la fistule obstétricale telle que souhaitée par les Nations Unies nécessite l'intensification de la riposte via la mobilisation des ressources, souligne le ministre, faisant référence au thème retenu pour l'édition 2024. Le thème retenu est intensifier la sensibilisation auprès des prestataires et des communautés pour renforcer la prévention et la prise en charge de la fistule obstétricale. Par ce thème, chaque citoyen doit se considérer comme un acteur clé pour l'atteinte de la vision 0 cas de fistule d'ici 2030. Le ministre exprime sa gratitude à tous les acteurs de lutte contre la maladie. Une autre célébration, celle de la Journée internationale de la biodiversité. Le monde a célébré le 22 mai, le monde célèbre chaque 22 mai de l'année cette célébration, donc une occasion pour inviter les acteurs de la forêt au dialogue et à la coopération internationale en matière de conservation et de restauration de la biodiversité. Le thème de cette année est fait partie du plan. Au Mali, cette journée a été marquée par une conférence débat animée par la Direction générale des eaux et forêts. Mamadou Fani. La célébration de la Journée internationale de la biodiversité est un appel à l'action afin d'inverser la perte de cette biodiversité. Au Mali, aujourd'hui, le bois rentre à plus de 95% dans la consommation énergétique des foyers. Nos forêts ne peuvent pas supporter cette situation-là. Vous avez constaté cette année la chaleur.
C'est dû au fait qu'on est en train de déboiser. Partout, on déboise. Il faut qu'on fasse des reboisements sécurisés avec tout l'accompagnement nécessaire. Ce n'est pas que les arbres. Donc il y a aussi les animaux. Les animaux terrestres aquatiques font partie de cette diversité biologique-là. Donc on a déjà une approche de repeuplement de nos parcs. Le thème de cette année est « Faites partie du plan ». Un thème largement débattu au cours d'une conférence-débat animée par des spécialistes des services des eaux et forêts. Une initiative saluée par le département de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable. Aujourd'hui, nous avons tous conscience que la biodiversité est en péril. Il s'agit aujourd'hui de restaurer cette biodiversité. Et donc nous sommes partis de ce plan, c'est par rapport aussi au cadre mondial sur la biodiversité qui a été adopté l'année dernière à Montréal, où on engage les pays du monde entier, ils doivent s'engager à préserver 30% de nos ressources terrestres, 30% de nos ressources maritimes, et tout ça au profit des aires protégées. Cette journée a servi de cadre au public de visiter des sites avec deux écosystèmes différents conservés par les services des eaux et forêts qui témoignent des efforts entrepris par ce service pour contribuer à la restauration de la biodiversité au Mali. Bientôt, un soutien de taille des investissements publics dans la fertilité des sols. C'est l'ambition affichée par le programme La valeur du sol. En prélude au lancement du programme national Mali, prévu du 23 au 24 mai, Dr Salimata Bandago, directrice technique adjointe du programme, nous donne plus de précisions sur les activités prévues à cet effet. Elle est au micro de Bokari Koulibaly. Le programme Sol Value, c'est un programme de recherche-développement et axé sur l'intégration de la gestion durable de la fertilité des sols dans les stratégies globales de production dans le Sahel. Donc c'est un programme qui vise à gérer durablement la fertilité des sols afin d'augmenter la production alimentaire et aussi d'accroître la résilience des producteurs face au changement climatique et à ces chocs. Donc nous lançons le projet du 23 au 24 et la première journée sera consacrée principalement au lancement du projet et ça va réunir tous les acteurs de développement agricole et également les services techniques. Le programme Sol Value sera mis en œuvre par un consortium d'institutions dont le Centre international pour le développement des engrais. On a l'université de Wageningen et également SNV qui nous assiste aussi pour la mise en œuvre de ces activités sur le terrain. Le programme Sol Value, c'est un programme qui sera mis en œuvre sur 10 ans dans 4 pays, dont le Burkina Faso, le Mali, le Niger et également le nord du Nigeria. Et financé par la Direction internationale de la coopération néerlandaise pour une valeur de 100 millions d'euros, ce qui équivaut à plus de 65 milliards de francs CFA. Voilà le lancement qui est donc prévu demain. Suivi des projets de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Les membres du conseil d'administration de l'agence et les cadres de la direction générale étaient sur le terrain. Ils ont pu constater le niveau d'exécution des activités du plan de travail annuel en cours et apprécier les réponses données aux préoccupations soulevées par les partenaires. Daouda Kouné, reportage. Mariam Guiré, promotrice d'un atelier de couture au marché de Mamariboukou, a aujourd'hui un centre de formation avec 20 apprenantes grâce à l'accompagnement de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Tout comme elle, Al-Hader Meida Maïga a aussi une ferme d'embouche bovine et ovine à Faladje grâce au même accompagnement de l'agence. Ils viennent comme d'autres bénéficiaires de recevoir les administrateurs et les cadres de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. C'est une visite conjointe où les administrateurs constatent de visie l'arrimage entre les orientations et les réalisations. Il y a un certain nombre de corps de métiers sur lesquels sont alignés un certain nombre d'actifs avec au moins des dizaines et dizaines de créations d'emplois dans des filières porteuses. Je pense que cela est réjouissant. Ceci est conforme aux orientations et la vision du ministère en charge de l'emploi. Au sortir de cette visite conjointe, les administrateurs apprécient le travail abattu sur le terrain. Il y a eu des demandes d'accompagnement qui seront examinées par le conseil d'administration parce que comme vous le savez, c'est le conseil d'administration qui approuve
les activités et les projets de budget. Donc c'est des cas sur lesquels nous avons porté des attentions particulières. Et au moment venu, nous verrons dans quelle mesure l'ANP peut poursuivre son partenariat, et y compris les renforcements des capacités et les appuis. En termes de fonds de roulement, comme ça a été demandé, en termes de machines, comme ça a été demandé par d'autres, nous verrons au prochain conseil d'administration ce qui peut être fait pour ces gens-là. Cette sortie permet à l'Agence nationale pour l'emploi de capitaliser les acquis afin de soutenir d'autres projets structurants pour la création d'emplois. Direction Kolokani qui a accueilli l'équipe programme Tunkaranke dans sa dernière étape de série de rencontres, d'information et de sensibilisation des maires sur le concept Point Diaspora. Je vous rappelle que cette initiative vise un développement à la base à travers la mobilisation de ressources locales. Boubacar Babli Touré est notre envoyé spécial. Pour la concrétisation de l'initiative du concept Point Diaspora du programme Tunkaranke, l'implication des maires est plus que nécessaire. C'est bien ce qui justifie cette rencontre d'information et de sensibilisation des 10 maires des communes du cercle de Kolokani sur le concept. Un concept qui se veut un moyen pour ces élus locaux pour faire face aux projets et programmes de développement de leurs communes respectives. Un cadre mis à profit par ces élus locaux pour exprimer des besoins comme la réalisation des infrastructures de retenue d'eau, des routes, des unités de transformation des produits maraîchers, l'éducation, entre autres. Qui parle de développement, en tout cas, on parle des priorités de nos communes respectives. Donc, après, les explications données par le Point Diaspora, en tout cas, toutes les communes, à travers les maires aussi, ont donné des éléments de réponse. Moi, je pense qu'au niveau de toutes les communes, c'est l'adhésion totale. À travers ce concept Point Diaspora, le seul cercle de Kolokani au niveau local peut mobiliser plus de 493 millions de francs CFA par an. La mobilisation des ressources locales afin qu'ils puissent réaliser leur programme de développement présenté à leurs habitants, que c'est possible. En commençant par 2 stratégies, la stratégie d'installation de la chaîne d'approvisionnement des villages et la structuration des transferts de leur diaspora. Donc ils vont tous générer des revenus supplémentaires indépendamment des taxes collectées par les municipalités. À travers les discussions, nous avons bien compris que le programme qu'il porte vraiment est un programme innovateur, donc, et qui concerne surtout l'introduction au niveau de nos différentes collectivités, des institutions bancaires, donc pour un peu promouvoir le développement local. Cette étape de Kolokani boucle ainsi cette première série de rencontres d'information et de sensibilisation qui a concerné d'abord les maires des cercles de Nioro du Sahel et de Djema. Autre grand titre de ce journal, boom des panneaux solaires à Gao. Cette énergie renouvelable est très prisée aujourd'hui dans la cité des Askia. Et ce ne sont pas ces vendeurs qui nous diront le contraire, tellement ils se frottent les mains. Le marché des panneaux a pris un véritable envol, car selon les utilisateurs, elle est beaucoup plus bénéfique et économique. Faisons le tour donc des acteurs concernés avec notre correspondant sur place, à lui Idrissa Maïga. L'utilisation de l'énergie solaire est en vogue actuellement à Gao. Dans les familles, sur beaucoup de toits, on aperçoit des panneaux installés. Dans les bâtiments, des coins sont bien aménagés pour poser les batteries. Chacun veut être indépendant en matière d'électricité. Selon les utilisateurs, les panneaux solaires ont beaucoup d'avantages. Depuis qu'on a fait cette installation, nous voyons vraiment que nous sommes vraiment indépendants. Cette installation aussi nous a permis aussi de faire fonctionner tout ce qui est frigo, climatiseur, ventilateur, la télévision et autres. Et surtout, nous avons le courant 24h/24. Dans la journée, c'est la production de l'énergie solaire. Donc une fois les batteries sont déchargées pendant la nuit, je vais démarrer le groupe pour pouvoir continuer jusqu'au matin. À travers ça, pendant les 24 heures, j'aurai la glace. Pour la première fois, je l'ai juste mis pour ma famille. Mais j'ai vu que vraiment, il fait excessivement chaud. Donc si tu n'as pas de la glace, tu ne peux pas boire de l'eau. Au marché de Gao, les boutiques de vente de panneaux et de batteries se multiplient chaque jour et les vendeurs se frottent bien les mains. Ici, je vends plusieurs types de panneaux et de batteries, mais aussi d'autres pièces qui rentrent dans l'installation de l'énergie solaire. Quand les clients arrivent chez moi, ils font les choix en fonction de leur pouvoir d'achat. En cette période de chaleur, nous sommes très sollicités. Je vends beaucoup de panneaux et tout se passe bien entre mes clients et moi.
Dieu merci, les gens ont bien compris le système solaire maintenant. Ils viennent chaque fois acheter des panneaux, des convertisseurs ou bien des batteries. On a eu des marchés avec des entreprises qui nous ont même sollicité pour l'installation de leurs panneaux. Pour l'installation d'une énergie solaire, il faut avoir des bons panneaux, des batteries, un régulateur, un convertisseur, un inverseur et bien d'autres. Dès que le jour y est, tu peux mettre toutes sortes de consommations que tu veux. Mais une fois la nuit tombe, c'est les batteries qui prennent le relève. Vous allez essayer de réduire la consommation telle que les congélateurs, les humidificateurs. Avant de faire l'installation, tu devrais être sur le terrain, voir ce que ton client a. Moi, je n'ai pas étudié ce métier. J'ai tout appris dans la pratique et je me débrouille bien sans problème. En plus des bénéfices tirés par les utilisateurs et les vendeurs, l'installation, le suivi et l'entretien des panneaux solaires ont créé de l'emploi pour beaucoup de jeunes. Depuis que j'ai commencé à faire ce travail-là, j'arrive à faire des marchés avec des grandes personnalités, des techniciens qui sont avec moi. Je les forme. Il y a certaines même qui sont des patrons pour eux-mêmes. J'ai 6 à 7 personnes qui travaillent avec moi. J'arrive à les prendre en charge. Il y a des salaires et puis il y a des rations pour que vraiment ils ne se découragent pas. En tout cas, le soleil ne manque pas à Gao et les citoyens comptent bien profiter de ses avantages. Que du bonheur. Le village de Somasso dans le cercle de Bla a abrité la 9e édition du festival Belenitougou ce week-end. Plusieurs activités culturelles ont marqué ces festivals qui visent à valoriser notre culture. Retrouvons Fousseini Samake. Cette 9e édition du festival Belenitougou Nyanalerie de Somasso dans le cercle de Bla a été riche en événements culturels. Danse, chants, conférences entre autres ont permis de valoriser les pans de la culture minyanka et de renforcer l'entente et la cohésion sociale. Cette 9e édition est placée sous le signe de 2 concepts, culture et développement. Le festival même est initié afin de réunir les communautés sur le plan endogène et également sur le plan externe. Parce qu'il s'agit d'abord de créer un espace de brassage culturel entre les habitants du village, entre ces habitants et d'autres habitants des localités environnantes et même des localités lointaines. Du Nyogon au Bolon en passant par le balafon, les danses chorégraphiques, concerts et autres, les Nyanaleries visent à montrer à la jeunesse ce que ces communautés ont en commun. Me retrouver parmi eux ne doit pas être surprenant. Sachant très bien que moi j'ai été même parrain de ces festivals. D'ici l'année prochaine, Somasso va bénéficier d'un château d'eau grâce à Skida Yele. Belenitougou est évocateur. Son folklorique ou distractive est un puissant levier de développement local. Un événement fédérateur qui assure affermir les liens fraternels et d'humanisme séculaire entre les fils et les filles dans les circonscriptions de Koutchala, Bla, Ségou et bien d'autres. Le festival Nyanalerie a regroupé des participants venus de différentes localités du Mali et d'ailleurs. De la littérature intitulée La Maquisarte de Bamako, c'est un récit imaginaire où l'auteur met les projecteurs entre autres sur la consommation de la drogue en milieu juvénile. Le phénomène est relaté à travers une jeune fille venue à Bamako pour ses études supérieures et qui finit par tomber dans le monde de la drogue et de la prostitution. C'est une publication de Christian Idrissa Diassana, un roman en retrouvé désormais dans vos kiosques. Sport, cyclisme, 2e étape du Tour cycliste du Mali couru aujourd'hui entre Kolongieba et Niena sur une distance de 154 km. À l'arrivée, ce sont les coureurs maliens qui occupent les 3 places du podium. Yacouba Diallo a fait le meilleur temps devant Moussa Togolay et le capitaine Yaya Diallo. Le maillot jaune est toujours avec le Burkinabé Mamadi Iboudo. Le point avec nos envoyés spéciaux Mohamed Namakeita, Aruna Diara. Jour 2 du Tour cycliste du Mali. Après une nuit pluvieuse à Kolongieba, les coureurs reprennent les chemins sous un temps plus clément que lors de la première étape. Au starting block, tous les phares sont braqués sur le maillot jaune Mamadi Ilboudo. Va-t-il réussir à conserver son maillot à Niena, fief de son challenger Yaya Diallo? C'est le suspense.
Les Maliens prennent les devants dès le départ sur une piste jalonnée de côtes. Sans surprise, les 2 points chauds sont à l'actif des Maliens à Kibila, tout comme à Koumantou. Draman Togola et Draman Kouma sont passés par là. Les capitaines Yaya Diallo et les maillots jaunes Mamadi Ilboudo sont dans les pelotons à 1 minute de l'échappée menée par 4 Maliens. Sur les 2 flancs de la route nationale 7, le public applaudit jusqu'à la ligne d'arrivée devant la mairie de Niena. En 3h59 minutes 50 secondes, Yacouba Diallo franchit la ligne d'arrivée. À 7 secondes, plus 6 points de bonification du champion du Mali 2024, Moussa Togola. Et à 7 secondes, plus 4 points de bonification de Yaya Diallo. Je m'attendais à cette victoire parce que normalement il devrait venir à Niena. Et Niena est le berceau du cyclisme du Mali. Je ne suis pas surprise. Je félicite ceux qui ont gagné aujourd'hui. Et je dis bonne chance aux autres. Le tour a été commencé difficilement. Dieu merci, et le président de la fédération vient de nous offrir au moins ces 10 vélos tout neufs. Et avec ces vélos-là, vraiment, jusqu'à présent, nos cyclistes n'arrivent pas. Comment conduire ces vélos? Donc, déjà, ils ont commencé, ils ont vu que vraiment, avec ces vélos, ils ne peuvent pas atteindre leur objectif, donc ils sont laissés. Et vous avez vu le résultat d'aujourd'hui, tout le monde a changé son vélo. Et ils ont pris leurs anciens vélos et ils ont atteint leur objectif aujourd'hui. Donc, Inch'Allah. Et demain, ça sera une surprise fermée ici. Et on va attendre le résultat. Mamadi Ilboudo conserve les maillots jaunes à 1 minute 25 secondes de Yaya Diallo et à 1 minute 26 du vainqueur de cette 2e étape, Yacouba Diallo. Tout a marché comme je l'aurais souhaité parce que chaque équipe a son objectif. Et l'objectif de ce matin, c'était qu'ils descendent et terminent cette étape en jaune. La course reprend ses droits ce mercredi avec la 3e étape dans une ville de Sikasso bien arrosée par la pluie dans probablement un temps plus propice. Défi 104 km en circuit fermé. Et nous allons suivre bien sûr les nouvelles du Tour cycliste avec nos envoyés spéciaux. Fin de ce journal. Merci à nos téléspectateurs donc de Kolonjeba, de Niena, de Somasso, de Djalakorobougou et de Massala. Bonsoir à tous.